aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rendre compte d'une dégustation absolument exceptionnelle qui a eu lieu dans le cadre magnifique des Caves Legrand, dans un salon intime et particulier. Nous étions peu nombreux autour de la table, mais je peux vous dire que les vins étaient d'un niveau absolument exceptionnel. Et là, en fait, c'était un face-à-face entre deux domaines, le domaine des Jardins Vivants et le domaine d'Auvenay. Alors, le domaine d'Auvenay, c'est Laloubis-le-Roi, qui est copropriétaire de la Romanée-Conti, mais qui a créé son domaine Le Roi à la fin des années 80 à partir de l'activité de négoce de son père, Henri, mais aussi a créé un autre domaine à Meursault qui s'appelle le domaine d'Auvenay, qui est un domaine aujourd'hui absolument mythique. Laloubis-le-Roi a plus de 90 ans, elle est toujours en vie, c'est un personnage absolument légendaire du monde du vin. Et face à elle, un autre domaine qui s'appelle les Jardins Vivants, qui est un tout petit domaine, qui a été repris par un jeune vigneron allemand que j'ai eu l'occasion de commenter ici, parce que je l'avais rencontré il y a environ un an, un peu moins, donc Tino Kuban, qui a repris donc les Jardins Vivants à partir au départ d'un domaine qui était la propriété d'un vigneron et viticulteur belge qui s'appelle Bernard Van Berg. Donc il a récupéré ce domaine, il l'a retravaillé complètement, il a recréé des cuvées, et aujourd'hui il est installé plus au sud, il était à Meursault, maintenant il est installé à Ruilly, dans la côte chalonnaise, où il a retrouvé, comme il nous l'a expliqué, une magnifique propriété, enfin une belle propriété, en tout cas une belle maison avec un chai juste derrière, qu'il va pouvoir mettre à profit pour agrandir d'une part son domaine et puis développer son activité de négoce sous la dénomination Maison Glandien. Alors à la fois Maison Glandien et les Jardins Vivants, aujourd'hui, c'est quand même très jeune au point de vue de l'existence, mais c'est déjà des cuvées très recherchées, sans doute parce que le talent de Tino Kuban est un immense talent, mais il faut dire aussi que ce face-à-face n'était pas innocent, parce que Tino a toujours voué une admiration pour les vins de Laloubis-le-Roi, et on s'en rend compte pendant la dégustation, où nous avons eu effectivement des face-à-face extrêmement intéressants. Mais bon, il n'y avait pas que, et donc il n'y avait pas que ces deux domaines, c'est ce que je voulais dire. Donc je vais vous relater rapidement, aussi rapidement, peut-être vous donner faim, peut-être vous donner soif, peut-être vous donner envie de tenter de goûter certaines de ces cuvées absolument mythiques que nous avons pu déguster. Mais bon, là n'est pas mon propos, c'était d'abord partager avec vous ces moments assez exceptionnels avec des passionnés. La langue communément parlée était l'anglais, mais il y a quand même eu beaucoup d'échanges en français, Tino parlant couramment français, mais il y avait des personnes présentes qui ne parlaient pas couramment français, donc il fallait évidemment adapter tout cela. Alors, Arnaud Tronche, qui est le directeur de Legrand Paris, nous a formidablement accueillis avec son staff, et c'était une soirée absolument magnifique. Alors, nous avons été déjà accueillis par, excusez du peu, la 170e cuvée de Krug, la grande cuvée numéro 170. C'était juste pour se mettre en bouche. Et ensuite, nous avions deux cuvées de la même étiquette, réalisées par Guillaume Sellos, donc sous le nom de Guillaume Sellos. Guillaume Sellos est aujourd'hui est le fils d'Anselme, mais qui a repris le domaine avec son père, le domaine Sellos. C'est lui qui fait l'essentiel maintenant du travail, donc avec l'étiquette classique du domaine Sellos, mais avait on va dire, en vinification, une cuvée qui s'appelle Au-dessus du Gros Mont, qui lui avait été, je pense, mis dans les mains par sa grand-mère, et c'était l'étiquette de Guillaume. Et nous avons une chance inouïe, c'est de goûter deux cuvées différentes au-dessus du Gros Mont. Donc deux cuvées, alors j'ai noté, l'une était sur une base 2012, l'autre sur une base 2013. Donc on parle quand même de vins qui ont plus de 10 ans. Et la base 2012 a été dégorgée en 2018 et la base 2013 dégorgée en 2019. Vous voyez quand même, c'est des longues comment dire, élevage, voilà, je cherchais le mot. Et donc, en fait, j'ai trouvé que ces deux vins, je dis deux vins, même si ce sont des champagnes, sont deux vins très différents. Le premier était sur de l'amande et du miel, avec une énorme longueur et une super tension,
et le deuxième avait une énorme vivacité. Alors c'était difficile de partager les deux. J'ai eu peut-être un faible pour la base 12, donc le premier, les couleurs toutes les deux dorées, et servi avec une dorade crue, avec du kiwi et du citron caviar. Cuisine toujours de Ben Anthony, le cuisinier en chef des Caves Le Grand, qui a inauguré depuis peu les cuisines absolument refaites. Et là, donc, c'est la première fois que j'avais l'occasion de goûter la cuisine de la nouvelle cuisine, on va dire. Ensuite, nous sommes passés à bon, évidemment, dans les jardins vivants, face à Dovney, Dovney ne fait pas de vin rosé. Les jardins vivants, Tino en fait une cuvée qui s'appelle Ambel Rosé, dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais goûté, face à un vin à l'aveugle. Donc c'est intéressant. Sur des légumes d'automne en aigre doux et vinaigre de framboise, superbe accompagnement. Alors, Ambel Rosé, pour moi, ça a été un coup de cœur énorme, énorme. Et je dirais, je ne peux pas dire que c'est le plus beau rosé que j'ai jamais goûté, parce que ce serait peut-être pas assez fort. C'est un des plus grands vins tout court que j'ai goûté dans ma vie. Alors, comment vous le décrire? D'abord, un nez explosif. Alors, c'est un 100% Pinot Noir. On parle ici sur les jardins vivants d'un rendement moyen de 10 hectolitres à l'hectare. Donc, on est vraiment sur des vins d'une énorme concentration. En bouche, j'ai remarqué agrumes, pamplemousse, un peu de pamplemousse doux de menthon, et une réduction très fine, très parfumée. Honnêtement, je dirais que c'est le plus beau rosé que j'ai jamais goûté, mais c'est pas assez. Et en face, je trouvais un vin quand même qui avait plus de réduction. Il y a des réductions dans les deux, mais pour moi, il y avait une trop forte réduction par rapport à mon goût. Mais je comprends qu'il y ait des amateurs de ce vin-là. C'était un beau vin. Attention, c'était un très beau vin, mais c'est peut-être pas mon style à 100%. Et là, c'était la cuvée 17 Rose, dont j'avais jamais entendu parler, du domaine Prieuré Roch. Alors là, on n'est pas très loin de la Louise Leroy, c'est la même famille, puisque Prieuré Roch vit à la famille Leroy et copropriétaire du domaine La Romanée-Conti. Et donc là, c'était en 2017, 17 Rose. Ben, j'imagine que ça a rapport avec le millésime. Ensuite, nous sommes passés aux aligotés. Alors, l'aligoté du Dovney est extrêmement réputé. C'est considéré comme le plus grand aligoté du monde. Et aujourd'hui, c'était intéressant, en fait, de confronter à deux reprises l'aligoté Dovney sur 2 millésimes. Mais sauf que chez Tino Kuban, il y a 2 jardins vivants en aligoté. Il y a les veaux FS et puis les REP. Et là, c'était extrêmement intéressant de confronter les deux. Alors, il y a toujours la recherche de cette très légère réduction chez la Louise Leroy, qu'on retrouve d'ailleurs chez les jardins vivants. Donc là, on était en 2015 par rapport à 2021. Bien évidemment, idéalement, il aurait fallu comparer 2015 et 2015. Et 2015, en aligoté, les veaux n'existent pas. Donc, il fallait bien essayer d'extrapoler parce qu'on était face à un vin qui était d'une grande vivacité, un nez absolument extraordinaire. J'ai même trouvé, alors c'est rare dans des vins blancs, de la framboise, un côté fruit rouge, un nez extraordinaire. Et face au veau FS, qui est en fait sur une parcelle qui est sur Meursault, donc là, aligoté sur Meursault, côté popcorn, et puis peut-être même, je dirais, qu'il nécessitait plus de maturité par rapport, évidemment, au vin Dovney. Mais là, on était vraiment... c'était intéressant pour la première fois, pour moi en tout cas, d'être confronté à un jardin vivant face à, je dirais, quelque part, peut-être un modèle. En tout cas, c'est comme ça que Tino Kuban nous l'a expliqué. Et là, nous l'avons goûté face à un jaune d'œuf confit superbe du chef, et puis des champignons sauvages et du speck. Magnifique alliage. Ensuite, nous sommes passés à l'aligoté sous Châtelet, donc ça c'est la parcelle Dovney, la même, donc sur 2015, mais en 2017. Et là, il y avait une salinité, une allonge, un côté coquille d'huître qui était extraordinaire. Là, on était sur un aligoté qui s'appelle les REP, les Jardins Vivants, 2021, qui a été vendangé le 11 octobre, donc quand même tard, à 11,8 d'alcool, donc c'est quand même faible. On est sur des agrumes citronnés,
avec une réduction aromatique qui était absolument magnifique, que j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai trouvé qu'en fait, ces deux vins étaient des frères jumeaux, bien qu'il y ait 4 ans d'écart, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes dans les styles de ces deux vins, qui étaient accompagnés par des tagliatelles de sèche à l'encre et un caviar au cèdre. Alors, magnifique, aromatique, bravo au chef. Et là, ensuite, nous sommes passés, alors là, à Meursault, pour ainsi dire. Mais chez Jardin Vivant, il n'y a pas d'appellation Meursault. On est sur des échalas chardonnay en 2020, face à un Meursault d'Auvenay qui est en fait un Narvaux, donc en 2007. Là, on a 13 ans d'écart. Et bien évidemment, on est sur peut-être deux philosophies qui peuvent se rapprocher. Mais là, attention, on est vraiment sur des vins qui sont peut-être, allez, disons-le, éloignés dans le temps, mais proches dans l'esprit. Donc là-dessus, on a eu la surprise de goûter en fait une cuvée réserve qui s'appelle les Magny, donc une autre cuvée des Jardins Vivants que nous avait apportée dans ces valises Tino. Là, on est effectivement en fait sur de toute façon des micro-cuvées. Là, on parle de cuvées qui font entre 100 et 120 bouteilles. Que ce soit d'ailleurs les reps, les échalas ou les Magny. Donc on est sur vraiment des micro-cuvées, ce qui explique aussi l'engouement absolument dingue qu'il peut y avoir sur ces bouteilles-là, parce que chacun va avoir sa bouteille dans sa cave, éventuellement pour l'admirer et aussi pour l'ouvrir un jour. Et là, moi j'ai été absolument bluffé par les Magny. J'ai adoré les échalas, parce qu'il y a une magnifique acidité. En fait, il en a sorti 60 pour une production de 120, et puis dans 10 ans, 60 autres sortiront. Une énorme finesse, mais il faut dire aussi que les Narvaux étaient absolument exceptionnels. J'ai trouvé dans les Narvaux une complexité de chartreuse, mais j'ai été extrêmement séduit par les Magny, parce que là, on était face à un vin qui était d'une aromatique, d'une énorme finesse. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire, mais on était à des niveaux fantastiques. Et là, nous avons attaqué les rouges. Alors moi, j'avais l'occasion de déguster des Jardins Vivants rouges. J'avais été surtout admiratif devant les blancs. J'avais beaucoup aimé les rouges, mais pas au même niveau que les blancs. Et donc, j'attendais avec impatience que Tino nous dégaine son rouge. Et là, c'était son Échalas 2020 face à rien moins qu'un Bonnemar Grand Cru du domaine d'Auvenay. Alors auparavant, je vais quand même faire une petite incursion. Je reviens sur les aligotés parce que nous avons eu l'occasion de déguster un Bourgogne aligoté de Gilbert Gillet, donc de Benjamin Gilbert, qui est un ancien sommelier qui a un micro-domaine. À ma connaissance, je connais au moins 2 cuvées que sont le Bourgogne aligoté, qui m'a énormément impressionné la première fois que je l'ai goûté. Et là, à nouveau, on est sur un profil d'une grande densité, absolument super. Peut-être pas aussi complexe au point de vue aromatique au nez, mais en bouche, une bombe. Il fait aussi un Savigny-les-Beaunes qui est absolument fantastique. Et quand nous sommes arrivés sur les rouges, nous avons eu donc ce Bonnemar d'Auvenay et puis ces échalas. Et puis il y avait des participants, 2 participants qui ont sorti du chapeau 2 bouteilles que nous avons dégustées à l'aveugle. Et la première bouteille, c'était un vol romanais de Bizot fantastique que nous avons goûté juste avant d'entamer les rouges. Nous étions encore sur les blancs. Et puis, nous avons goûté les rouges, puis je vous dévoilerai le deuxième. Donc, les Bonnemar et les échalas. Alors là, mes notes. Donc, échalas en rouge. Voilà, je retrouve mes notes. Donc, le Bonnemar était, pour certains, le vin de la soirée. Pour moi, il y a quand même débat. J'ai adoré les Magny et j'ai adoré en Belle Rose. Et j'ai été extrêmement et très agréablement surpris par les échalas, qui sont en fait des vignes qui datent de 1957, qui sont sur
la parcelle d'Ambusigny, un élevage assez court, en vendange entière. Là, c'était pour moi une vraie révélation par rapport à ce que j'avais déjà goûté chez Tino, et j'ai trouvé que ce vin était absolument magnifique, probablement parce que cette cuvée-là était superbement réussie. Et quelqu'un nous a sorti du chapeau un autre rouge que nous avons goûté, que je trouvais qu'il avait un côté animal presque cendré. Je vous donne mes notes de dégustation à l'aveugle. Et quand le vin a été dévoilé, c'était la tâche du domaine de la Romanée-Conti en 2017. Extrêmement intéressant de goûter ce vin-là hors contexte. Moi, je ne l'aurais pas reconnu, j'aurais pas reconnu le style de la tâche de la Romanée-Conti, ni même du domaine. Et là-dessus, nous l'avons goûté sur un filet de chevreuil avec du chou et du topinambour, absolument magnifique. Et j'oublie d'ailleurs, et j'en suis désolé, parce que nous avons aussi goûté un vin de Van Berg, qui était l'ancien propriétaire à qui Tino Kuban a acheté et a commencé à construire son domaine des jardins vivants. Et là, c'était sur un 2014, alors qu'il y avait un côté un tout petit peu au nez qui dérangeait un peu, peut-être une acidité volatile un peu excessive. En bouche, moi, j'ai trouvé très intéressant, très beau. En tout cas, il tenait bien la route. Et là, nous sommes passés au fromage. Donc, c'était la fourme d'Ambert, affinée par la maison Anthony, qui est une des plus grandes maisons d'affinage de fromage qui fournit un grand nombre de grands restaurants en France. Et là, nous avions le plaisir de goûter un vin à l'aveugle. Alors, ça appelle évidemment un moelleux. Moi, ça me faisait penser à un chenin blanc de Loire, et c'était effectivement ça, mais j'aurais jamais pensé à ce domaine-là, qui est le domaine du Collier, qui est le domaine d'Antoine Foucault, le fils d'un des frères Foucault du Clos Rougeard. Et là, c'était très étonnant, parce que je pense que c'est une toute petite cuvée qui fait à peine un fût, et donc les bouteilles sont très 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 rares. Et là, donc on était sur un coteau de Saumur, comme on peut en trouver d'ailleurs au domaine d'Agneau. Là aussi, c'est une cuvée extrêmement rare, et c'était extrêmement pur, très beau, et ça allait magnifiquement avec ce vin. Alors, il faut dire qu'entre-temps, nous avons aussi, lors du Fly Pinot Noir, finalement, il y a eu plein de surprises. En dehors du jardin vivant et d'Auvenay, nous avons eu Bizot, domaine de la Romanée-Conti, un Pinot Noir allemand, pour faire un petit clin d'œil à la présence de Tino, qui, comme je l'ai dit, est d'origine allemande. Et là, c'était un domaine que je ne connaissais pas, et c'était extrêmement intéressant de goûter un profil d'un vigneron très soigneux, de très faible rendement, mais en Allemagne. Et ça me donne envie de découvrir ces pinots noirs d'Allemagne qu'il me tarde de mieux connaître, parce qu'on on parle beaucoup des Riesling allemands, mais beaucoup moins des pinots noirs. Et là, il y a une vraie culture, il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place et qui produit des vins absolument exceptionnels. Voilà. Alors là-dessus, je pense que j'ai peut-être pu oublier une ou deux choses, mais j'ai essayé de rendre compte au mieux de ce que j'ai vécu. C'est difficile d'expliquer ce qui s'est vraiment passé cette soirée. C'est surtout qu'on était dans un cadre où on était sur la cour, mais en étage, alors qu'en général, on est directement au rez-de-chaussée. Alors, ça donne une atmosphère beaucoup plus intime. J'ai retrouvé des passionnés que je connaissais déjà, mais évidemment, j'ai noué des relations beaucoup plus proches, parce que ce n'était pas la première fois qu'on se voyait, et quand on se revoit, bah forcément, ça crée des liens entre passionnés. On n'a pas parlé que de vin, mais on a évidemment beaucoup parlé de vin, mais c'était aussi l'occasion, j'étais assis à côté de Tino, d'échanger avec lui, de comprendre comment il se voit. En fait, pour moi, c'est un domaine en devenir. Il est déjà extrêmement mature à ce stade-là, mais il a tout l'avenir devant lui. C'est un jeune vigneron, il va encore se développer, il va encore continuer à développer l'activité Maison Glandien, l'activité de négoce, mais avec son chai beaucoup plus costaud et mature aussi. Mais je pense qu'on est qu'au début d'une formidable aventure, et je suis prêt à parier
alors qu'il fait déjà partie des grands noms de la Bourgogne, qu'il va être dans le top du top très vite. Et de toute façon, je suis impatient de connaître la suite de l'aventure, mais en attendant, j'étais tellement heureux de goûter ces vins face au modèle de Lalou Bise-le-Roi, qui est une vigneronne contemporaine, même si elle est déjà très âgée, mais en tout cas, on a la chance d'avoir un modèle comme celui-là, et puis quelqu'un en tout cas qui, sans reprendre la suite, s'en inspire pour réaliser des cuvées haute couture, qui donnent en tout cas une émotion très particulière. Je retiendrai, si je devais retenir qu'une émotion, c'est peut-être l'émotion que nous avons partagée au moment d'Ambel Rosé, où nous étions tous quand même assez émus, il faut le dire le mot, et finalement cette émotion du vin nous rapproche, parce que vivre des moments ensemble d'émotion, que ce soit du vin ou autre chose, ça peut être un événement familial ou un événement amical, ce sont des choses qui nous restent très fortement ancrées dans la mémoire, et finalement c'est la mémoire qu'on garde, parce que le goût, on peut l'emmener, on peut le stocker quelque part, mais on ne peut pas se resservir, sauf ouvrir une bouteille et ses souvenirs, mais la compagnie a été extrêmement importante. Donc voilà, je vous dis santé et à bientôt.